parlons plutôt de celui qu'il a amené dans ses bagages, celui que vous attendez, celui qui est un artiste multiple, dont le cinéma a fait une figure de référence, que vous avez connu dans différents personnages, dans le désordre de Everett Inch, dans Appaloosa, que vous avez connu aussi dans le personnage de Sigmund Freud, de Tom Stolz, dans History of Violence, le très mystérieux Nikolai, dans Les Promesses de l'Ombre, évidemment Aragorn, plus récemment Tony Lip dans Green Book, évidemment aussi Aragorn. À l'affiche, il était Holger Olsen, il est à la fois le scénariste, le metteur en scène et le personnage principal de ce film. Merci d'accueillir Viggo Mortensen. C'est un bel accueil, Viggo. Hein? Merci d'être ici, de venir voir notre film et de nous inviter aux rencontres de Gérard Louis. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Alors, vous le savez, Viggo est là pour vous. S'il a fait le déplacement, c'est pour rencontrer le public géromois des rencontres cinématographiques de Gérardmer, alors n'hésitez pas. Des occasions de rencontre avec les équipes de films sont rares et grâce à Métropolitane, aujourd'hui vous allez vivre un événement. Il est là. Je sais que c'est très compliqué de prendre la parole, alors si vous le voulez, je poserai la première question, mais n'hésitez pas. Une émotion, un sentiment que vous avez éprouvé pendant le film, tout sera le bienvenu. Viggo a envie de savoir comment son film est accueilli. Levez la main et on vous donnera le micro. Viggo, moi je vais vous poser la première question. Vous parlez un français remarquable. Je comprends. Essayez de dire omelette pour voir là. Omelette. Voilà. On est bien parti. Je vais vous poser la première question, Viggo. Je disais en présentation de cette rencontre que c'est une histoire d'amour universel. C'est une histoire d'amour absolu. On voit ces personnages se construire dans leurs relations amoureuses. Vous pouviez la transposer dans n'importe quel univers, à n'importe quelle période, et vous choisissez le style cinématographique du western. Qu'est-ce qui vous conduit vers ce schéma-là? Je ne sais pas, j'ai commencé à écrire le scénario en 2020, pendant le confinement de sauter. Ça marche pas. Si, ça marche. Et maintenant? On est bien. Ok, merci de venir. Est-ce que vous pouvez dire omelette, Viggo? J'ai commencé à écrire le scénario en 2020, pendant la pandémie, le confinement. Et je crois que je manquais de la nature, des espaces. Et j'ai beaucoup pensé à la famille, à toutes sortes de choses. Et la première image qui m'est venue, c'était de ma mère, d'une petite fille, qui devait être ma mère, enfant, qui jouait, qui rêvait dans une forêt. Et puis, j'ai pensé que j'ai commencé à écrire, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec cette fille. Et j'ai décidé de commencer avec la femme, Vivienne adulte, à la fin de sa vie. Et puis j'ai placé l'histoire de cette femme indépendante, fière, têtue, dans le 19e siècle, dans l'Ouest américain, parce que je trouvais intéressant le contraste entre une femme libre et forte, qui est en train de pousser ses frontières comme femme, dans un tel endroit, dans ce temps-là. Dans une société sauvage, hors la loi, dominée par des hommes. C'était ça, c'était la raison. Et alors, Viggo, à quel moment vous avez commencé à penser ou à songer à l'écriture de ce film? Il y a eu une période très compliquée pour tout le monde, et notamment pour le monde du cinéma qui a été la pandémie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouviez travailler? Vous n'avez pas pu travailler? Vous avez commencé à écrire?
Quand est-ce que cette idée est née? Comment vous l'avez traduite? C'était ça, ce que j'ai dit. C'était une image d'une fille qui m'est venue, c'était ma mère. Ce que j'imagine était l'enfance de ma mère. Et j'avais écrit 2 scénarios pendant cette période. J'ai vu tant des films, j'ai lu des livres, j'ai fait beaucoup de choses que j'avais le temps pour le faire à cause de la pandémie, parce que je ne pouvais pas voyager, je ne pouvais pas travailler hors la maison, et puis j'ai beaucoup écrit, et beaucoup lu, et j'ai vu beaucoup de films, aussi des westerns. Ça m'a influencé à l'heure d'écrire le scénario, sûrement. Et aussi le fait que j'ai grandi en regardant, comme beaucoup de garçons de ma génération, une variété de westerns à la télé, au cinéma. En ce moment, au début des années 60, c'était la fin de l'âge doré du western classique. On pouvait les voir, les westerns, beaucoup plus que ce que les enfants peuvent voir aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle, ou est-ce que peut-être quelqu'un... Oui, est-ce qu'on peut amener le micro? Monsieur, derrière vous. Oui, bravo pour ce superbe film. L'actrice principale, Vicky Krieps, est-ce que vous avez voulu la voir en premier parce qu'elle a peut-être des ressemblances avec Meryl Streep? Bon, c'est vrai que je pensais à Meryl Streep quand je l'avais vue, et c'était en effet Meryl Streep quand elle était au début de sa carrière cinématographique. C'était le moment que j'ai pensé que j'aimais aller au cinéma, mais j'avais jamais imaginé que je pouvais participer à raconter des histoires du cinéma. Mais quand je l'avais vu, ça a déjà commencé quand je l'avais vu à Meryl Streep dans The Deer Hunter de Michael Cimino, et puis après Sophie's Choice par exemple. Mais j'étais toujours inspiré des femmes, des actrices. On peut parler des vieux films de René Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, un merveilleux film de Karl Dreyer. Des rôles de Barbara Stanwyck. Je crois que en même temps, avec The Deer Hunter de Cimino, il y avait un film de Ingmar Bergman, Sonate d'automne, que c'était le dernier film de Ingrid Bergman. Et c'était un duo incroyable. Elle joue la mère de Liv Ullmann dans ce film. Et l'affaire de Liv Ullmann, c'est Lena Newman, 3 actrices suédoises incroyables. Bon, une norvégienne, Liv Ullmann, et 2 suédoises. Ce sont des femmes fortes, de temps en temps troublantes, têtues. Et ça m'a influencé beaucoup. Et j'ai vu dans le travail de Vicky, je ne la connaissais pas, mais quand j'avais le scénario, j'ai pensé, si elle fait le rôle, si elle est prête à faire ce rôle de Viviane Lecoudi, on a l'opportunité, on a la possibilité de créer un beau film avec une femme indépendante et libre au centre de l'histoire. Mais on ne sait jamais si elle va être disponible, ni si elle va aimer ou pas le rôle, le scénario. Et j'ai pensé aux autres actrices aussi, mais je voulais vraiment qu'elle soit Viviane. Et heureusement, elle a dit oui, elle a lu le scénario, elle a agi immédiatement, qu'elle avait beaucoup aimé l'histoire et le personnage, qu'elle avait grandi avec Jeanne d'Arc comme idole, et qu'elle avait commencé
lancé dans le métier du jeu en préparant un monologue où elle était Jeanne d'Arc quand on était plus jeune. Elle avait une relation avec Jeanne d'Arc. C'est intéressant. C'était bon signe. C'est une prémonition en fait, Vigo, Jeanne d'Arc, parce qu'elle est née à quelques kilomètres d'ici, comme vous l'a rappelé un journaliste. Dans mon lit. C'était une façon de rendre hommage aux Vosges avant de venir présenter le film. C'est pour ça que je suis. Vous avez parlé à l'instant des femmes fortes, vous avez évoqué des actrices de renom, évidemment, vous avez cité des films, alors comme Deer Hunter, c'est Voyage au bout de l'enfer en français, de Michael Cimino, vous avez parlé de Vicky Krieps. Dans le précédent film, vous aviez utilisé Laura Linney, vous lui avez déjà donné un personnage dans votre film, hein. Vous lui avez déjà donné dans Falling un personnage de sœur très éprouvée et très forte. C'est une actrice remarquable, est-ce que vous aviez aussi pensé à elle pour le générique de celui-ci ou pas? Non, pas nécessairement, mais ce que je voyais avec Vicky, je voulais dire, c'est qu'elle avait quelque chose pareil à Meryl Streep. Et c'est intéressant qu'il a nommé Meryl Streep parce que si on, dans tous ses rôles, mais spécialement si on voit Sophie's Choice, par exemple. Le choix de Sophie. Le choix, oui. Il y a quelque chose qu'elle est capable de transmettre à travers la peau, ses yeux. On comprend tout ce qu'elle... on sait que quelque chose se passe à l'intérieur, tout le temps, avec elle. Elle est capable de transmettre beaucoup dans les silences, dans ce film. Et Vicky a la même qualité. Quand j'ai vu The Phantom Thread, ça s'appelle quoi? Bon, je ne sais pas le traduire, celui-là. Enfin, un film de Paul Thomas Anderson qu'elle a fait, c'était le dernier film de Daniel Day-Lewis, 2017, je crois. Et quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé remarquable, et je me souvenais de ça à l'heure de commencer à penser à Vivienne, qui peut faire ce rôle. Je sais pas. Vicky Krieps est parfaite, mais c'est pas toujours qu'on a la chance. Mais on a eu la chance. Une autre question, une autre intervention, une envie de transmettre? Oui, là devant. Madame? Bonjour, merci beaucoup pour ce film. C'était un régal. Ce que vous disiez tout à l'heure, excusez-moi, je ne suis pas française, alors je fais un peu comme Viggo Mortensen, on s'essaie au français. Je voulais revenir sur ce que vous dites concernant l'actrice principale, cette douceur et ce message qui passe dans le silence. Ça vient de tous les deux, de vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour dans ce film sans avoir dit une fois je t'aime. C'est ce que j'ai remarqué le plus. Pourtant, ça respire l'amour, ça respire toutes sortes de sentiments qu'on lit sur le visage. Et c'est l'art magistral d'un acteur, d'un bon acteur. Alors je vous remercie pour ça. Merci, c'est vrai, j'ai jamais pensé, c'est vrai, on ne le dit pas. Mais heureusement, tu l'as vu, tu l'as senti, c'est bon. Il y a un risque, on ne sait jamais, c'est mystérieux, le cinéma. Je ne connaissais pas Vicky, j'aimais son travail. Et je savais que pour montrer qu'il tombe amoureux et une relation forte, avec plein de passion, commence très rapidement. Et si ça ne marche pas, s'il n'y a pas quelque chose entre les deux acteurs, ça ne va pas fonctionner. Et si ça ne marche pas, le film ne marche pas. Il y a un risque de ne pas prendre beaucoup de temps, mais si ça marche, c'est bon. C'est ça qu'on peut faire dans le cinéma. On peut montrer beaucoup et pas montrer beaucoup et raconter tout.
Alors pour en venir à cette particularité que vous avez et que Madame a soulignée à travers l'expression des personnages, David Cronenberg a dit à votre sujet, en parlant de vous notamment, il a dit qu'il y avait beaucoup d'acteurs dont il aimait le jeu, mais avec lesquels il n'avait pas particulièrement envie de tourner parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un de particulier, d'un peu à l'écart, qu'il y ait une spécificité et que précisément il l'a retrouvé chez vous, ce qui l'a amené à conduire avec vous 3 films. Qu'est-ce que vous pensez, 4 films, c'est vrai, pardon, 4 films, qu'est-ce que vous pensez être cette spécificité particulière, ce regard étrange peut-être que vous avez sur la vie et qui permet par des silences de faire passer des messages? Ça vient du Nord? Ça vient de vos origines nordiques? Je ne sais pas. Je crois que c'est une chose, c'est difficile à dire quelquefois. Je ne peux pas juger mon travail de cette façon, mais je peux le faire avec les autres, comme Vicky, comme Meryl Streep, comme Sonny McLeod qui joue Weston, le jeune acteur de notre film. Et il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec le jeu. On peut voir un très bon acteur dans un scénario faire du théâtre génial. Et devant la caméra, il est bon, il est professionnel, c'est correct, mais il n'y a pas la magie, il n'y a pas cette chose qu'on ne peut pas expliquer, que certains, comme Vicky, ont une qualité de pouvoir transmettre sa vie intérieure, simplement, et que la caméra s'intéresse à eux. Et c'est difficile d'expliquer. Et c'est difficile d'expliquer comment, de temps en temps, il y a des relations. Mais j'ai vu des films où j'ai pensé, ils sont fous, ils sont tombés amoureux complètement. Et puis j'ai lu sur le tournage qu'ils ne pouvaient pas parler ensemble. Que c'était odieux le processus de faire le film, mais quand même, à l'écran, c'est magique, c'est mystérieux ça. Mais c'est peut-être aussi ce que vous arrivez à traduire à travers vos autres spécificités artistiques. Vous faites beaucoup de photos, ce qui permet d'avoir un regard très particulier aussi sur les choses et la nature. Vous faites beaucoup de peinture, ce qui oblige aussi à transmettre des émotions à travers des images figées. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ce talent artistique polyvalent qui vous donne aussi cette capacité de montrer sans dire? Je sais pas. Tout ce que je fais, réaliser, écrire, la peinture, la photographie, aller au cinéma, participer, observer, c'est un effort qui vient, le point de départ, c'est que je pense toujours que la vie est courte. La première chose que je pense chaque jour, quand je me réveille, c'est que je vais mourir. Je pense, toujours. Mais c'est pas négatif, je pense. Ah non, non, c'est pas négatif. Il faut faire des choses. Il faut se lever, il faut faire des choses. Il faut voir les choses. Et si on devient ancien, si on devient âgé, vieux, comme moi, peu à peu, on va oublier des choses. Et à la fin, si on devient très, très vieux, on va tout oublier. Et je ne veux pas faire ça. Je veux enregistrer ce que je vois, ce que je sens dans la vie. C'est un effort de me souvenir des choses. Et faire du cinéma, c'est pour moi la même chose. Quand je vois un album de photos familiales, ce que je vois quand je regarde une photo, c'est 90% de ce que je vois, c'est pour le champ, pour le cadre de la photo. C'est ça. On a une question ici à gauche. Oui, alors déjà bravo pour le film. J'ai beaucoup aimé les paysages et surtout la musique qui allait avec, et je ne m'attendais pas du tout à la fin à voir que c'est vous qui l'aviez composé. Du coup, je voulais savoir quel était votre rapport justement à la musique, à la
à la composition et toutes ces choses-là. Et je voulais aussi juste vous demander, on a remarqué la présence d'Anduril dans les scènes avec le chevalier, et je voulais savoir si c'était la première fois que vous mettiez une représentation du Seigneur des Anneaux dans vos autres films. Oui, c'est la première fois. Oui, c'est la première. C'était une nécessité, on avait construit le personnage du chevalier, on avait le vêtement, on avait trouvé le cheval noir que je voulais avoir. On avait tout, moi l'épée, et on m'a montré 4 ou 5. Ils n'étaient pas si intéressants. Je dis, ça doit être quelque chose comme ça. Et j'ai montré la photo de l'épée. Et à la fin, j'ai pensé, bon, on peut utiliser la même. Mais il faut communiquer avec le réalisateur, Peter Jackson, et la compagnie de Warner Brothers. Et avoir l'autorisation pour l'utiliser. Ils ont dit oui, ça va. Et puis l'autre question, c'est la musique. Et c'est quelque chose d'intéressant. J'ai appris mon premier film à cause d'attendre 5 ans, presque 4 ans, 5 ans, avant de pouvoir tourner, même si j'avais le scénario, j'avais l'acteur, l'incarnation, j'avais tout pour commencer, j'avais tout et l'équipe. Je voulais faire quelque chose et j'ai commencé à imaginer la musique. C'est comme ça, à la fin, j'ai vu que ça m'avait aidé beaucoup pendant le tournage et aussi le montage pour calculer la durée et le rythme de nombreuses scènes et les transitions dans ce film. Et quand j'étais en train de préparer Jusqu'au bout du monde, je savais que c'était une bonne idée pour moi, au moins, même si ça semble contre-intuitif de le faire de cette façon, de faire la musique avant de tourner. Et bien avant, parce que 9 mois avant de tourner, j'avais enregistré, composé, enregistré et mixé parce que toute la musique. Et j'ai partagé ça avec membres de l'équipe, et quelques acteurs, la productrice, et spécialement le directeur de la photographie pour lui montrer ce que je voulais faire. C'est le ton, c'est la durée de la scène, c'est comme ça que je veux faire les transitions d'une époque à l'autre dans l'histoire, dans le film. Et ça a beaucoup aidé. Et pendant le montage aussi. Vigo, parmi les talents qu'on vous voit exercer à l'écran et qu'on vous a vu déjà exercer par le passé, il y a celui de cavalier. Vous montez vraiment très très bien à cheval. Est-ce que c'est un vieil exercice que vous avez appris pour le cinéma ou vous le maîtrisiez déjà avant? J'ai appris à monter à cheval quand j'avais 3 ou 4 ans. J'aime les chevaux argentins. En Argentine, oui. J'habitais là jusqu'à 11 ans. Quand mes parents se sont séparés et nous sommes allés aux États-Unis, son pays, moi et mes 2 frères. Mais j'aime les chevaux, j'aime être avec eux. Et ça m'a beaucoup aidé alors de penser à comment les personnages devraient se comporter autour de... Et là, justement, on va profiter de votre présence acteur, mais pour ce film, de votre présence metteur en scène, pour faire une petite espèce de masterclass, rapidement. Quelle est la scène dans ce film que vous pouvez nous raconter? Donc vous pouvez nous raconter avec le détail la difficulté qu'il y a eu dans la préparation et dans le tournage. Certainement une dont on peut faire une espèce de petite leçon rapide. Main dans la main sur les chevaux. Attendez, parce que la question est pour lui en fait. D'accord. Donc tout à l'heure on fera une conférence de presse avec vous, mais pour l'instant la question est pour lui.
une scène, une séquence que c'était... Oui, une séquence dont vous pouvez nous raconter la façon dont vous l'avez tournée et quelles sont les questions que vous vous êtes posées et que vous avez résolues. Parce que vous avez aussi dit, Viggo, que dans ce métier, comme dans la vie, il faut être têtu, qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut insister, et vous semblez avoir appris, vous avez dit de Peter Jackson ou de David Cronenberg, qu'il n'y a pas réellement de problème, il y a toujours une solution. Dans quelle situation vous êtes trouvé confronté à ça? Voilà, discutez entre vous entre-temps. Non. Il y a plusieurs exemples qu'on peut utiliser, mais solution rapide. Par exemple, bon, c'était pas une solution en ce moment, je l'avais écrit comme ça, mais mon devoir en tant que réalisateur, c'était de l'expliquer à l'équipe et aux acteurs. On est arrivé le soir du tournage de la scène de la violation. Ah oui. Et puis, c'est le viol, la scène du viol. Et les acteurs et le directeur de photographie ont dit, mais c'est pas trop simple ce que tu veux faire. Il faut pas montrer plus de choses, les autres choses, la violence et tout ça. Et j'ai expliqué que je sais comment ça va être exactement, et ça va être relativement facile. Vous n'allez pas être ici toute la nuit, quelques heures, et c'est tout que j'ai besoin de voir. Parce que je savais que la scène suivante, quand on la voit sur son lit, que c'est beaucoup plus terrible ce qu'on peut imaginer que si on avait tourné toute la nuit, par exemple. Et puis, il y a des autres choses qui se passent dans le moment, les solutions qui viennent. Par exemple, le retour du soldat, de Dawson, quand il revient chez soi. À la fin de la scène, ce que j'avais écrit, c'était qu'elle lui demande « How was your war ?» Comment s'est passée la guerre? Comment s'est passée ta guerre? Et il répond trop long, pas ce que j'avais imaginé. Ouais. C'est la fin de la scène. Mais au moment de tourner la scène, à cause du jeu de Vicky, j'ai ajouté la phrase « et la tienne ». Et elle avait une réaction formidable, incroyable. Et je pensais, c'est une solution, on va améliorer la scène. Je l'avais fait pour voir comme un exercice, parce que j'étais hors champ. La scène était finie, mais j'ai ajouté ça, et la réaction d'elle était incroyable. On a gardé ça. Et puis, il y a des choses comme ça qu'on peut ajouter, mais c'est mieux d'être bien préparé, mais de rester ouvert. Des choses qui peuvent se passer, ou quelqu'un peut te dire non, c'est mieux comme ça, ou je ne suis pas à l'aise avec cette phrase, et s'il m'explique pourquoi, je peux trouver une solution ensemble avec les autres. C'est un travail collectif, et c'est ça que j'aime. Il y a encore de la place pour une ou deux petites questions, parce qu'après il a des engagements, il faudra qu'on parte vite. Est-ce qu'il y a une envie de transmettre une émotion? Oui, alors je ne vois pas, mais oui, ok. Bonjour, je voudrais savoir, comme le western a encore sa place au XXIe siècle, je pense qu'il y a un mode de vie cow-boy comme il y a un mode de vie rock'n'roll ou punk, d'après vous. Est-ce qu'il y a un mode de vie cow-boy, comme il peut y avoir aussi un mode de vie, way of life, rock'n'roll ou punk? Actuellement, pourquoi? Tu aimes les chevaux ou tu aimes les westerns? T'as envie de faire ça? Tu veux des conseils pour trouver la... non, je sais pas. Si on a la chance d'aimer les chevaux et d'avoir accès aux chevaux,
une façon de s'imaginer ça, mais on peut beaucoup imaginer, même si on habite dans une grande ville, la lecture, aller au cinéma. J'écris ce scénario, j'ai lu tous ces paysages, j'imaginais la vie de cette femme, de Vivienne, toute seule dans mon appartement pendant la pandémie. Vous pouvez faire quelque chose pareil si vous voulez. Est-ce qu'il y a encore une dernière intervention pour le coup dans le public? Attendez, monsieur, parce que je... Oui? C'est moi qui ai le micro. Ah, c'est vous qui avez le micro, allez. Parfait. Non, c'est pas vous qui avez le micro? Non, mais bon. Non, alors attendez, s'il vous plaît, parce que si quelqu'un a le micro, ça va être plutôt son tour. Non, mais je peux répéter. Oui, bah écoutez, avec tout ce que tu fais, Vigo, qu'est-ce que tu aimerais, parce que tu parles de vieillir et à un moment de mourir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi à la fin? Alors, désolé, hein, je casse le... À vrai dire, je ne serais pas ici pour le savoir et ça m'est égal. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent à l'avenir après sa mort, qui pensent à la réputation. Mais ça m'est égal. Je vais habiter, je veux vivre le moment et profiter du temps que j'ai. Carpe diem. C'est ça. Carpe diem. Dernière question dans la salle à celui qui avait le micro ou à celle. En fait, vous transmettez l'amour comme très peu de gens, très peu de cinéastes ont pu le faire. Et je pense que votre film restera dans l'histoire de l'amour, des grands amours. Bravo. J'espère que c'est vrai. Là, c'est bon. Dernière petite question, Vigo. Moi, avant rapidement, ce que vous voulez un dire. petit détail, pas le français, pas le genou. Alors, j'ai une interférence. Oui. Je demandais pourquoi est-ce que vous avez choisi français plutôt. Choisis quoi? Le français. Le français. Vous n'entendez pas? Dans le film? Bon, je recommence. Non, on l'a compris, monsieur. Non. Je demandais pourquoi vous avez choisi le français plutôt que l'allemand ou le néerlandais comme langue dans le film. Dans le film. J'ai passé l'adolescence près de la frontière canadienne. Et c'est une chose que je connais. Le Québec, le Québécois, les paysages de cette région. Ma mère est grandie au nord-est des États-Unis, par la frontière canadienne, québécoise. C'est sûrement à cause de ça. Et c'est pas. Non, c'est pas important. Ça aurait pu être une femme d'un autre pays ou avec une autre langue. Même Olsen, au début, j'avais écrit qu'Olsen était suédois. Et quand, à la fin, j'étais obligé à faire le rôle d'Olsen, je l'ai changé à un Danois. L'idée, c'était d'avoir des noms anglo-saxons ou des gens, des étrangers, ou des autres langues, des autres accents, des autres dialectes dans le film, parce que c'est fidèle à l'histoire racontée jusqu'au bout du monde de cette façon. C'est pas normal. Dans le western classique, on voit au moins les personnages principaux qui ne sont pas anglo-saxons. Et c'est ça que je voulais faire ça, montrer les États-Unis comme
comme le pays, comme la frontière était en ce moment. Et je voulais aussi explorer que c'est différent aux autres westerns dans le genre classique. Qu'est-ce qui arrive aux femmes qui sont laissées derrière quand leur père, leur frère, leur compagnon partent à la guerre? Et qu'est-ce qui... Les filles comme la petite Vivienne, qu'est-ce qu'elles ressentent, qu'est-ce qu'elles pensent, comment ça se passe? Ce sont des choses que je voulais... Et réfléchir sur le gaspillage et la tristesse de n'importe quelle guerre, les conséquences. Voilà, ce seront les derniers mots de Viggo. Je sais que vous auriez aimé que cette rencontre dure. Merci. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez le suivre jusqu'au bout du monde.